Merci beaucoup, je suis très heureux de venir à Toulouse. Je ne viens pas de si loin, puisque je viens de Midi, je viens de Marseille, même si les traversées horizontales dans ce pays sont toujours un peu longues et compliquées, mais c'est un périple que je fais volontiers, et au fond nous restons dans le monde doc. Je suis très touché de votre invitation parce qu'elle se place finalement sous le signe de deux noms, de figures et de questions, celle des amis d'Averroès, et donc d'Averroès, et celle des relations culturelles franco-algériennes. Et donc je voudrais commencer en introduction à tresser ces deux dimensions qui font écho un peu dans ce que j'ai essayé de faire durant ces dernières années. Alors Averroès, Ibn Rushd, c'est, comme vous l'avez annoncé, ce qui a été un peu le titre de ces rencontres qui ont été donc créées à Marseille en 1994. C'était un peu une hypothèse improbable. La ville de Marseille n'était pas très allante pour les accueillir. Le délégué alors à la culture, Christian Poitvin, nous avait dit « Oh, si vous avez 30 personnes, ce sera très bien ». Et puis, un jour de novembre, comme ça, 1994, devant un petit théâtre très, très important qui s'appelle le théâtre des Bernardines, il y avait un petit théâtre qui doit faire 180 places, il y avait autant de personnes dedans que de personnes dehors. Et donc ça touchait à quelque chose. C'est peut-être sans doute pas la figure d'Averroès elle-même qui était finalement assez peu connue, mais il y a peut-être le sous-titre « Penser la Méditerranée des deux rives » qui faisait écho à partir de Marseille. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait des oriflammes sur la canebière avec Averroès Ibn Rushd en lettres latines et en arabe. Et c'était une façon de resituer un peu cet héritage philosophique et cet héritage de pensée. Ce sous-titre, Penser la Méditerranée des deux rives, je le dois à quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, que j'ai rencontré alors que j'étais étudiant, qui m'a accueilli, et qui est donc Jacques Berck, dont j'aimerais dire quelques mots. Je pense que dans l'histoire, pas mal de gens connaissent la figure de Jacques Berck, mais quand même. Donc Jacques Berck est algérien, au fond, puisqu'il est né à Tiaret, et sa dimension algérienne a toujours beaucoup compté pour lui. Donc vous voyez, il y a encore un lien avec ce qui nous occupe. C'est donc un spécialiste du monde arabe et de l'islam, qui a été un grand professeur au Collège de France. Je dirais, il a passé une bonne part de sa vie à essayer de relier ces mondes. Et donc, il se trouve que j'ai été accueilli chez lui presque chaque année pendant un moment, et que c'est moi qui ai apporté ces mémoires des deux rives à son éditeur, qui était d'ailleurs à l'époque un spécialiste aussi de l'islam, qui est Michel Chodkiewicz. Et donc cette idée de penser la Méditerranée des deux rives, c'était au centre chaque fois un hommage à Berck, qui m'a beaucoup accompagné, m'a permis de comprendre ce monde, et avec un conseil qui m'a toujours été utile, notamment quand j'avais un peu 28 ans, que j'ai travaillé à l'Institut du monde arabe avec Edgar Pisani, et Berck, avec cette expression que je trouve assez libératrice, dans la relation monde arabe à l'islam par rapport à tout le discours, à l'héritage orientaliste, etc. Il disait « Je suis votre ami, je ne suis pas vous ». Et moi, ça m'a permis de savoir, comme on disait en 1968, d'où tu parles. C'est-à-dire, je ne parle pas à votre place et vous ne parlez pas à la mienne. Et je trouve que c'est une bonne façon, finalement, d'avancer ensemble, d'essayer de s'écouter, sans nécessairement être d'accord, et de pouvoir
entendre éventuellement des dissonances, des désaccords, mais qui est, au fond, la délibération, les désaccords, ils peuvent être extrêmement fertiles pourvu qu'il y ait une forme importante de respect. Alors cette figure d'Averroès, je pense, dans mon souvenir, un peu lointain, parce que c'est il y a plus de 40 ans, je pense que la figure d'Averroès, la première fois, c'est effectivement Berck qui m'en a parlé, parce que il incarnait la figure de la pensée critique, de la rationalité, lui qui avait analysé le passage du sacral à l'historique dans le monde de l'islam, en débat avec un autre grand héritier et professeur au Collège de France qui était Louis Massignon. C'était important. Je crois que c'est la première fois que j'ai entendu parler de cette figure, parce que dans l'enseignement, moi j'ai fait des études de sciences politiques, de théorie politique, de relations internationales à Sciences Po à Paris, puis aussi supérieure d'études politiques, pas mal de littérature, pas mal de... la figure d'Ibn Rushd, elle n'était pas enseignée, ou très peu. Il y a certes le fameux texte de Renan sur Averroès et l'averroïsme, mais c'était, comment dire, un peu un fantôme. Je trouve que ce que un élève d'Alain de Libera, Jean-Baptiste Brenet, appelle le fantôme d'Averroès, il est là dans la conscience historique, philosophique européenne de façon majeure. Alors, la personne le déclic, et d'ailleurs les rencontres d'Averroès sont nées d'une rencontre. Encore, j'aime bien parler des rencontres parce qu'il me semble que ce qui fait la saveur et le sel de l'existence, ce sont des belles rencontres. Et donc Berck a été une grande et belle rencontre. Il y a une autre grande et belle rencontre de quelqu'un qui est devenu bien plus tard professeur aussi au Collège de France, qui est Alain de Libera, donc philosophe, médiéviste, dont on parlait tout de suite avec Habib. Et il se trouve à l'Institut du monde arabe, j'ai créé un magazine qui s'appelle Kantara, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, qui signifie le pont, l'arche, la passerelle. Et donc dans le premier numéro de Kantara, je cherchais un peu une fondation intellectuelle pour où s'inscrivent ces ponts finalement dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire des relations avec le monde arabe. Et il se trouve que juste avant avait paru ce grand livre d'Alain de Libera qui s'appelle Pensée au Moyen-Âge. Et dans Pensée au Moyen-Âge, il y a un chapitre qui m'avait particulièrement frappé, qui s'appelle Les sources arabes de la culture européenne. Moi, je m'intéressais au monde arabe, j'avais fait les langues zo, j'avais vécu en Égypte, j'avais rencontré Berck, etc. Mais les sources arabes de la culture européenne, c'était assez étonnant qu'un grand médiéviste raconte que la translatio studiorum, le transfert des études, la circulation de la pensée, ne peut pas s'imaginer dans la pensée philosophique sans notamment, on prend un peu Averroès comme un emblème, il ne faut pas qu'il cache et dissimule tout l'héritage de pensée et d'apport scientifique, philosophique, critique qui a eu lieu, mais en tout cas, Alain de Libera mettait l'accent sur cette dimension-là. En plus, il se trouve que à cette époque, on était en 1400, il y a eu une initiative de la Ligue de l'enseignement sur 1492-1992, et on s'est retrouvés ensemble à Grenade. Et donc, voilà, c'est dans ces conversations-là que l'idée des rencontres d'Averroès a pris forme, et je pense que c'est extrêmement important, j'y reviendrai tout à l'heure, mais de mettre l'accent sur cette dimension-là. Alors, petite incise, en arrivant ici, donc j'étais à la gare de Marseille, et je suis tombé sur cette revue, si on peut appeler ça une revue, qui détourne un beau titre d'un mouvement et de moment politique de l'histoire de France, Front Populaire, donc faite par Michel Onfray, qui était un anarchiste devenu un anarchiste d'extrême droite. Et donc il se trouve que cette revue a attiré l'œil dans les relais qui sont dans toutes les gares, et qui, comme vous le savez, appartiennent au groupe Bolloré. Et donc il y avait Penser l'islam, l'autre civilisation. Et donc on est tout de suite
dans la construction de la figure de l'autre, de celui qui n'est pas nous. Et c'est l'exact contraire de tout l'héritage et toute l'analyse historique extrêmement précise que Alain de Libera, Jean-Baptiste Brenet et beaucoup d'autres, non pas de façon idéologique, mais de façon extrêmement savante, bien plus savante que... puisque ce sont des historiens et des philosophes de la pensée qui font des généalogies extrêmement précises. Et il se trouve que dans cette revue, il y a un article qui s'appelle « Averroès, cheval de Troie ». Et donc c'est évidemment la figure d'Averroès les dérange beaucoup, parce que imaginez qu'il y ait des sources arabes de la culture européenne, d'ailleurs l'article qui est un article de Michel Onfray, grand connaisseur de l'islam, sikh, et donc en fait il analyse le film de Youssef Chahine, qui est une fiction, et qui est pleine d'erreurs historiques, etc., mais c'est une fiction. Et donc, évidemment, il cite Rémi Brague, qui est un penseur, je dirais, du monde, venant du monde catholique ou chrétien, et qui a une vision de l'islam très essentialiste. Et donc, évidemment, Alain de Libera n'est à aucun moment cité. C'est vrai, c'était juste un professeur au Collège de France, et il y a il y a tout un héritage qui est... Et au fond, ce qui est très intéressant, c'est avec les discussions avec Alain de Libera, c'est de comprendre qu'il y a un déni, des choses que l'on ne veut pas voir. Et on ne veut pas considérer qu'il y a des sources arabes de la culture européenne. Voilà. Et en fait, aussi, dans les capitales symboliques qui construisent, on parle toujours de l'héritage grec et latin, d'Athènes et de Rome, et pas de Cordoue et Jérusalem. Et en fait, ce qui se passe là, c'est un imaginaire historique extrêmement puissant qui est fondé sur le déni de l'héritage judéo-arabe. Évidemment, parce qu'à l'Andalouse, c'est judéo-arabe. Averroès et Maïmonide écrivent en arabe. Et cette imbrication judéo-arabe qui était si forte et dont le Maroc d'aujourd'hui est toujours finalement l'héritier, il le revendique, c'est une dimension qui est engloutie. Et ce qui est très frappant, c'est parce que dans cette noble revue, ce torchon, Front Populaire, il y a un dialogue entre Éric Zemmour et Michel Onfray, et il parle de l'Occident chrétien et de l'alliance judéo-chrétienne. Cette imposture judéo-chrétienne, comme l'analyse si bien l'historienne Sophie Bessis, puisque quand on parle de culture, de monde judéo-chrétien, de défense de l'Occident chrétien ou judéo-chrétien, ça permet ça permet deux choses, comme l'explique très bien Sophie Bessis. D'une part, de dédouaner tout l'antisémitisme catholique et chrétien, qui a été très puissant durant de très nombreux siècles. Donc, ce qu'elle montre en historienne, c'est que cette notion de judéo-chrétienne apparaît surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une façon de faire glisser l'antisémitisme extrêmement puissant dans le monde chrétien et dans le monde catholique. Et puis surtout, ça permet de dire, non, il n'y a pas d'héritage arabe. On est dans un monde judéo-chrétien. D'ailleurs, c'est un discours politique qui est aujourd'hui d'une vivacité, d'une puissance. Et donc vous voyez là une sorte de machine idéologique qui s'est mise en route, en mouvement, et qui explique la violence dont Alain de Libera a été la cible et a été victime après la publication de ce livre par les sites occidentalistes, etc., tous les sites d'extrême droite qui veulent construire une identité de la France, une identité européenne qui soit chrétienne, judéo-chrétienne, etc. Et évidemment, ce continent qui nous vient finalement de ces deux isthmes plantés dans la Méditerranée que sont la Sicile d'un côté et l'Andalousie de l'autre, ces lieux de la transmission de la culture, des cultures judéo-arabes, et on les évacue. Et donc c'est là où vous voyez que, en fait, je me suis rendu compte, vous qui m'avez invité au nom des amis d'Averroès, combien cette question n'est pas une vieille lune, n'est pas quelque chose de fantasmatique, etc. Et en tombant sur cette revue, qui vient de sortir, c'est le numéro actuel, qui est bien un frontispice dans les gares aujourd'hui, avec les livres sur le populicide, La messe n'est pas dite d'Éric Zemmour, enfin tout ce courant qui est devenu extrêmement puissant
et qui devient un appareil idéologique relayé par des télévisions, des radios, de la presse, etc. Il y a quelque chose, une configuration qui est aujourd'hui extrêmement puissante, et évidemment Averroès est un os là-dedans. C'est difficile à le faire disparaître, parce que l'idée qu'il y ait une pensée critique dans l'islam, qu'il y ait un héritage philosophique, etc., comment est-ce qu'on peut être dans une vision, je dirais, essentialiste, revendiquée d'ailleurs, dans la revue, c'est tout à fait explicite. Et donc finalement, j'étais très fâché d'acheter cette revue et très intéressé de la lire, parce que je me rendais compte que ce travail sur... à partir de la figure d'Averroès et de ce titre un peu provoquant, je m'en excuse, mais pas vraiment, parce que c'est un titre que l'éditeur Gilles Crémer m'a suggéré. Il pensait que je le refuserais, et au fond, au début, j'ai été assez perplexe, mais finalement, Faut-il brûler Averroès est un titre qui va au cœur de ce sujet-là, et qui, parce que ce qu'ils veulent faire, c'est effectivement brûler ces livres, c'est-à-dire les faire disparaître, faire que cet héritage-là soit à nouveau englouti. Et Faut-il brûler Averroès, c'est finalement agiter devant les yeux comment une grande pensée philosophique, un grand héritage, la transmission de tout un héritage aristotélicien, on ne va pas revenir dans toute l'importance de ce travail historique et philosophique, doit finalement disparaître au profit d'une idéologie de combat qui est celle de l'Occident chrétien. Alors, les rencontres d'Averroès, elles sont nées dans le sillage de Jacques Berck, exactement à l'inverse, puisque la première thématique de ces rencontres, en 1994, c'était l'héritage andalou. Et donc l'héritage andalou, non pas pour mythifier l'Andalousie, dans le livre qui est sorti à cette occasion, il y avait d'ailleurs invité Elias Sambar qui faisait une dimension assez critique, etc. On n'était pas du tout dans le mythe andalou, mais comme disait Berck, disait oui, on parle de l'incompatibilité entre l'Europe et l'islam. Il dit 5 siècles d'incompatibilité, ça fait beaucoup. Donc les interrelations, bien sûr conflictuelles, bien sûr guerrières, etc. Mais une compénétration, une circulation, une porosité, une interrelation qui est, je dirais, qui est constitutive d'un grand moment de la culture. Et il suffit d'aller se promener un peu dans l'Alhambra pour se rendre compte des legs, sans parler de tout l'héritage scientifique et de pensée. Et donc finalement, la figure d'Averroès et cette expression-là qui dérange beaucoup ces idéologues de l'extrême droite. Et alors c'est vrai que j'avais cité en ouverture des rencontres cette magnifique envolée de Jacques Berck dans sa leçon de clôture au Collège de France, qui s'appelait Andalousie au pluriel, et qui était « J'appelle à ces Andalousies toujours recommencées, dont nous portons en nous à la fois les décombres amoncelés et l'inlassable espérance ». Que dire mieux? Donc c'était un peu l'ouverture, le lancer de ces rencontres. D'ailleurs, Berck avait une formule qui, sans doute discutable, mais intéressante comme hypothèse. Il disait, au fond, la France a raté une deuxième Andalousie en Algérie. Question qui est, comment évidemment, l'idéologie coloniale, le mépris, la violence, rendait cette perspective assez improbable, mais ça mérite d'être posé comme, puisqu'effectivement, comme hypothèse d'interrelation finalement assez en profondeur. Ça fait le lien, et donc avec la deuxième dimension de votre invitation, qui est autour des relations culturelles, des journées culturelles franco-algériennes. Je trouve que c'est important de situer son propos, et c'est pas pour vous accabler de ma biographie, mais pour vous dire, voir comment ce rapport qui est le mien avec l'Algérie s'inscrit. Je n'ai, à titre personnel, aucun lien familial ou autre, historique, avec l'Algérie. Aucun. Je suis né à Cannes, et ni dans ma famille, ni de près de loin, j'ai des liens avec l'Italie, mais l'Algérie, absolument aucun. Jusqu'à ce que je découvre
non pas un lien familial, mais un lien historique avec ma bonne ville de Cannes. Moi, le seul lieu qui m'intéresse à Cannes, c'est non pas la Croisette, etc., mais ce sont les îles qui sont en face, ce qu'on appelle les îles de l'Érins. Ce sont des îles extrêmement importantes. Celle qui au début m'a touché, m'a appris la Méditerranée, est l'île de Saint-Honorat, qui est une île sacrée, puisqu'elle est la propriété des moines cisterciens. Il y a un monastère qui a été fondé au 5e siècle. Il y a un monastère fortifié du 11e siècle. Il y a un héritage spirituel. L'abbé de l'Érins jouait un rôle, l'abbé une influence sur toute la Provence absolument considérable. Il y a une autre île, beaucoup plus grande, qui s'appelle l'île de Sainte-Marguerite, où il y a un fort royal, où il y a une figure assez connue qui s'appelle le masque de fer, où on dit que c'est le frère caché de Louis XIV. Enfin bon, en tout cas, c'est un lieu d'enfermement. C'est un très beau fort sur l'île, qui est un lieu de l'État, où l'État finalement a mis en réclusion ceux qui ne lui plaisaient pas. Parce qu'après le masque de fer, il y a eu des protestants, et après, il y a eu des musulmans, en fait des Algériens au début. En fait, le fort royal de Sainte-Marguerite a été le principal lieu de réclusion, d'exil forcé, de déportation, entre 1842 et 1884, des Algériens. Notamment, il y a eu aussi des Tunisiens, des Marocains, mais principalement. Et les premiers qui ont été exilés ou déportés au Fort Royal à Sainte-Marguerite, c'est la Smala d'Abdelkader. Et en fait, j'ai découvert, moi qui travaillais à l'Institut du monde arabe, qui avait commencé une thèse avec Jean Leca sur les relations culturelles franco-algériennes, donc mon lien, je ne connaissais rien de cette histoire. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du déni des sources arabes de la culture européenne, de la figure d'Averroès, etc. Je m'intéresse à la Méditerranée, c'est même le cœur de mon existence. Je travaillais à l'Institut du monde arabe, je faisais une thèse sur les relations culturelles, etc. Je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. Jamais. Dans l'histoire de Cannes, dans l'histoire locale, etc., il y avait eu une espèce de chape absolument majeure. Et je voudrais mettre l'accent là-dessus parce que c'est un lieu très important. Et j'ai découvert en 2003, donc assez tardivement, l'existence de ce cimetière, parce qu'il y a un cimetière avec plus de 200 tombes, grâce à Bruno Etienne, dont j'ai été très proche, qui était un des piliers de la revue La Pensée de Midi, dont je dirai tout à l'heure. Bruno Etienne, donc, qui était le biographe d'Abdelkader, et qui, il y avait une procession organisée par le Cheikh Bentounès, et qui m'a invité, il m'a dit « mais toi je sais que tu es de Cannes, viens à l'Érins, etc. » Et là, quelle n'avait pas été ma stupeur d'être invité à cette procession et d'aller vers le cimetière Et il se trouve que ce cimetière, alors c'est très intéressant là aussi dans le contraste et dans le déni, était juste à côté d'un cimetière de la guerre de Crimée qui lui, alors dans un parfait état, les tombes sont, tout est vraiment... Et en fait là, c'était à l'époque en 2003, de la garrigue, des pins, et il y avait des dessinés, des pierres, et donc c'est un cimetière musulman, il y a plus de 200 tombes, des musulmans qui ont été exilés ou déportés à l'Érins, femmes et enfants compris. En fait, ils étaient enfermés jusque sans date de sortie, avec une profonde mélancolie, une profonde douleur, parce qu'évidemment, ils ne voulaient vraiment pas être là. Et en fait, souvent, on déportait les femmes et les enfants pour faire pression sur les combattants pour qu'ils arrêtent le combat. Donc c'est une histoire très pleine de contradictions de toute des relations culturelles franco-algériennes par rapport à votre sujet. C'est pour ça que je voulais parler de ça. D'abord parce que c'est la ville de Cannes où je viens, que je l'ai découvert alors que personne ne l'a raconté, et que depuis,
il y a eu quand même un travail qui a été mené à bien pour faire ressortir cette histoire. Mais pour vous dire, on va de très loin, parce qu'en fait, ce sont des forestiers qui nettoyaient de l'agent de l'Office national des forêts, puisque le domaine appartient à l'ONF, et qui en fait étaient des harkis qui ont très vite vu que c'était des tombes musulmanes. Et donc ils avaient mis une pierre qui pour eux avait du sens à nos frères musulmans morts pour la France. Mais ils n'étaient pas morts pour la France, ils étaient morts parce qu'ils la combattaient. Et donc c'était un contresens absolument considérable. Et finalement cette pierre a été enlevée avec beaucoup d'attention, de délicatesse, et grâce à un conservateur des musées de Cannes et à mon amie Anissa Boyed, avec qui j'avais travaillé qui est une historienne avec qui j'avais fait l'exposition de Noir et Bleu au Mucem, une mission qui lui a été donnée par la ville de Cannes, elle a recensé, elle est allée dans les archives, rechercher tous les noms de tous les gens qui avaient été exilés, déportés à l'Érins. Tout un travail historique a été accompli, un rapport a été fait, et finalement une exposition dont je vous tiens le catalogue là, qui s'appelle Prisonniers en terre d'exil, parce qu'en fait, dans l'histoire de Cannes, il y a des tableaux, ça c'est le tableau de Butura, il y a des photos, donc on a fait ressortir tout ce continent englouti, et c'est intéressant parce que, je veux dire, la ville de Cannes, au fond, n'y est pour rien, puisque c'est un lieu de l'État, c'était un lieu de l'armée. C'était un lieu où on a décidé, où l'État décidait de reléguer, de déporter, c'est un lieu de pouvoir. Et donc on est là dans un nœud de mémoire qui je trouve très intéressant dans ce qu'il révèle des incompréhensions, des impensés, des non-dits, et de ce qui au fond, pour moi, comme un trou de mémoire dans le lieu qui peut-être compte le plus dans le rapport que je peux avoir à la Méditerranée et finalement à l'Algérie, puisque le premier pays dans lequel je suis allé pour des relations, je veux dire, de travail scientifique, effectivement, j'avais commencé une thèse avec Jean Leca sur les relations culturelles franco-algériennes, mais de l'Érins, le lieu qui était finalement devant mes yeux, rien. Et donc c'est très intéressant, je crois, de rappeler cette histoire, parce que finalement, elle nous permet de comprendre ce qui se joue autour de ce que j'appellerais, en citant Ricoeur, une politique de la reconnaissance, qui n'a rien à voir avec de la repentance. Reconnaître ce qui a eu lieu dans l'histoire. Et ça, tant que ce travail-là ne sera pas réellement accompli par rapport à l'histoire coloniale française en Algérie, eh bien, on sera dans des tensions, dans des contradictions, dans des... voilà, je ne vous fais pas un dessin sur ce qui se joue actuellement dans les relations franco-algériennes. Et moi, j'ai appris, grâce à Alfred Grosser à Sciences Po à Paris, qu'il ne faut jamais confondre un peuple, une société avec un régime politique. C'est deux plans différents. C'est vrai que moi je suis très attaché à la liberté de penser, à la liberté de conscience, à la liberté de la presse, et voir un journaliste comme Christophe Glaise, journaliste de foot, être enfermé, finalement pris en otage en Algérie, ça fait vraiment pas plaisir, et je pense que c'est une erreur politique lourde qui crée des tensions assez considérables. En tout cas, moi je n'ai pas cessé d'essayer de tisser des liens avec l'Algérie, d'y être allé de nombreuses fois. J'ai eu la chance ou l'honneur d'accompagner Edgar Pisani quand il était président de l'Institut du monde arabe, où on a passé 2 heures assez époustouflantes de dialogue avec le Premier ministre de l'époque, qui était Mouloud Amrouche, et où la question... je me souviens même, il y a une formulation d'essayer d'organiser un grand colloque qui finalement s'est pas fait, une sorte de psychanalyse franco-algérienne sur les relations justement de mémoire, de conflits, et qui ne sont pas évidemment les mêmes qu'on peut avoir avec la Tunisie ou avec le Maroc, tout simplement parce que c'est 132 ans de colonisation, c'était un département, donc l'appropriation, l'Algérie retournée, renvoie aux géographes, à Germaine Tillon, tous les travaux qui ont pu être faits. En tout cas, moi j'ai essayé d'aller au plus près des relations franco-algériennes et de relations culturelles franco-algériennes. Donc quand j'ai vu que votre invitation s'inscrivait dans le sillage des relations culturelles franco-algériennes, ça m'a vraiment particulièrement intéressé, puisque parmi
des choses que j'ai pu faire. Je me suis occupé donc d'une revue, La Pensée de Midi, pas du Midi, qui est une expression d'Albert Camus. Et donc, parmi les premiers numéros, on faisait chaque année un numéro sur une ville. Et là, au printemps 2001, on a fait un portrait d'Alger. Et là aussi, c'était très intéressant. Parce qu'en 2001, je peux vous assurer qu'il y avait très peu de gens, parce qu'on était juste au sortir de la décennie noire. J'étais à peu près le seul non-algérien dans l'avion. Et j'ai été accueilli par les gens des éditions Barza et par un certain nombre d'historiens et d'intellectuels algériens. Et quand on m'a baladé, etc., on me dit, mais vous faire un numéro sur Alger, mais qu'est-ce que vous voulez dire sur Alger? Je dis, mais moi, je veux rien dire sur Alger. Je veux faire un numéro sur Alger, et ce soit un portrait de l'intérieur. Je suis votre ami, je ne suis pas vous. Et donc, c'était ça l'idée de ces... C'était des portraits de l'intérieur. Et donc, on a fait un portrait d'Alger, qui était ni Alger la blanche, évidemment, dans la nostalgérie, ni Alger la noire, etc., mais de Alger, vécu de l'intérieur, avec des... Et c'est vrai que c'était... Enfin bon, c'est un numéro dont je suis très fier qu'il existe, parce que ça donne, du début des années 2000, un portrait de l'Algérie, de sa fertilité aussi littéraire, intellectuelle, artistique, urbaine, avec les contradictions, les tensions, etc. Enfin bon, des choses qui méritent d'exister. Et c'est vrai que c'est un numéro qui a eu beaucoup d'impact. On fait une présentation après à Alger avec Daoud Djerbal et toute une équipe de NACT et tout ça. Donc voilà, des liens intellectuels ont pu être tissés avec toujours des éléments parfois de tension, d'incompréhension. Mais pour moi, ce que j'ai toujours vécu en Algérie, c'est ce que Massignon appelle l'hospitalité sacrée. J'ai été toujours extrêmement et chaleureusement accueilli, et je pense qu'il est grand temps de sortir de ces mésententes entretenues par les régimes politiques de part et d'autre, et je crois qu'il est voilà, c'est un enjeu, me semble-t-il, assez considérable. Donc voilà, c'était un peu une longue introduction, mais pour inscrire mon propos dans ce livre, donc faut-il brûler à Averroès. Donc Gilles Crémel, le directeur de Rive-Neuve, un peu, je dirais pas taquin, mais en tout cas l'esprit frappeur. Bon, quelqu'un qui connaît aussi bien le monde arabe. Il a dirigé l'Institut français en Palestine à Ramallah, avant d'aller à Sarajevo. Enfin bon, et Rive-Neuve ouvre un espace démocratique dans le rapport à la pensée dans le monde arabe et en Afrique. Et donc je pense que c'est un élément très important. Et finalement, ce titre permettait de mettre le doigt là où ça fait un peu mal. Alors, ce livre, il est né d'une colère après la dissolution de notre cher méprisant de la République, qui a donc dissous l'Assemblée nationale l'été dernier. Et pour moi, ça a été un électrochoc. Surtout, j'ai pu écouter la libération de la parole venant de l'extrême droite et de ce qui s'est dit alors. Et je trouvais qu'il était important de reprendre la main et de ne pas considérer, alors que, souvenez-vous, entre les deux tours, on pensait que c'était inéluctable, la prise du pouvoir par l'extrême droite, et qu'il est apparu que finalement, la société française, le peuple français qui est aussi un peuple politique, a su réagir. Donc j'ai essayé de problématiser à partir de là où je suis, dans cette idée finalement de penser la Méditerranée des deux rives, de construire un texte d'intervention, mais qui bénéficiait finalement des 30 ans d'expérience des rencontres d'Averroès, de la revue La Pensée de Midi, d'un réseau de recherche, enfin, d'une expérience artistique au MUSEM, enfin bon, de tous ces liens-là qui... Donc j'ai essayé de construire ce livre en 3 chapitres. Vous n'êtes pas d'ici, dehors. Nous sommes tous d'ici, faisons semblant. Et nous serons tous d'ici, qui est finalement un projet dont je vais parler. Alors, vous n'êtes pas d'ici, dehors. On est chez nous, vous avez entendu. Chaque fois, c'est un cri qui se dresse. Et de qui sommes le nous? Voilà. Et si on prend l'héritage philosophique dont je parlais tout à l'heure, d'Alain de Libera, des sources arabes de la culture européenne,
Il y a une formule géniale dans son raccourci de Bruno Etienne. Il dit, si l'Occident c'est la Bible plus les Grecs, alors les Arabes sont des Occidentaux. Et donc, c'est une formule assez extraordinaire, parce que ça permet de montrer que là, l'autre civilisation, on a construit intellectuellement, philosophiquement, historiquement la séparation. Et en fait, c'est un vrai courant, non seulement philosophique, on parlait du déni tout à l'heure, de l'héritage d'Averroès et du reste, de l'héritage andalou, c'est aussi un paradigme historique. Vous connaissez sans doute le livre célèbre de Henri Pirenne, Mahomet et Charlemagne. Dans Mahomet, l'hypothèse la thèse de Pirenne, c'est l'arrivée de l'islam a mis fin à l'unité du monde méditerranéen. Ce que tous les historiens qui ont travaillé sur la circulation des idées, du commerce, etc., ont montré que c'était faux. Mais voilà, il y a un paradigme historique qui a été Mahomet et Charlemagne, c'est donc une opposition. Finalement, vous allez la retrouver avec le clash des civilisations. Vous avez comme deux boules extérieures qui sont séparées et il n'y a rien entre. Sauf qu'entre, il y a quelque chose qui s'appelle le monde méditerranéen. Et c'est un monde de circulation. Comme le disait dans une formule géniale dans un texte de Jean Genot sur la Méditerranée, il dit « Ce n'est pas par-dessus cette mer que les échanges se sont faits, c'est grâce à elle ». Aujourd'hui, les historiens parlent de connectivité pour parler de la Méditerranée. C'est-à-dire que, évidemment, par la guerre aussi, par la prédation, par la course, mais aussi par la circulation, par la lingua franca, comme le dit très bien Jocelyne Darclia, j'ai eu l'honneur d'éditer ce livre, elle montre très bien qu'il y a une langue commune et qui n'était pas très ancrée, qui n'était pas simplement une langue des ports, que les femmes l'utilisaient, donc il y a des circulations qui n'arrêtent pas. Et donc cette porosité du monde méditerranéen, etc., c'est pas la séparation entre eux et nous, mais le dogme idéologico-politique, historique, etc., est très ancré. Et finalement, le modèle de Pirenne, on le retrouve, j'ai un peu de mal à dire ça, mais y compris chez Braudel parfois. Donc, le grand livre de Braudel sur la Méditerranée comme personnage historique, le temps long, etc. Mais il y a, dans le Grammaire des civilisations, d'un certain nombre de textes sur la Méditerranée, une vision assez frontale, finalement, de face à face, qui est là. Et je crois que ça vient du fait d'avoir finalement englouti cette longue histoire de liens, de relations, d'échanges, de conflits, de guerres, de mémoire commune en fait. Et c'est ça que je veux dire. Et donc il n'y a pas eux et nous, il y a un monde commun. Et c'est ça pour moi, la quête intellectuelle venue de Bergk, d'Alain Delibera, c'est d'essayer de reconfigurer cette relation, ne plus être dans ce discours du face-à-face. Et le « on est chez nous », c'est à partir du moment où vous venez... on a longtemps dit ça à propos des Juifs. Dans les années 30, il y a un antisémitisme extrêmement puissant. Les Juifs, c'est pas nous. Donc, bon, maintenant, évidemment, avec ce qui est la destruction des Juifs d'Europe, ça ne se dit plus. Mais, je veux dire, au fond, c'est l'héritage judéo-arabe et du même ordre. Et finalement, on voit, ce qui était assez fascinant, c'est que quand je terminais les épreuves du livre, je suis tombé sur une conférence qui a eu lieu en Espagne. C'était assez extraordinaire. Donc, c'est une conférence des Patriotes pour l'Europe, qui a eu lieu le 8 février 2025 à Madrid, et où Geert Wilders, le grand idéologue d'extrême droite néerlandais, est venu et il faisait l'éloge de la Reconquista des vaillants chevaliers espagnols qui furent les premiers à faire reculer l'islam et restaurer le riche héritage du christianisme dans leur pays. Et le dirigeant de Vox, Santiago Abascal, lui répond, lui dit « Nous aimons beaucoup, nous les Espagnols, que l'on nous connaisse pour cette geste extraordinaire de nos ancêtres, pour avoir arrêté le mur face à l'avancée de l'islamisme. Nous sommes disposés à l'être de nouveau. » Donc, Reconquista, le retour. Et c'était explicite. Sauf qu'ils oublient de dire que les premiers qui ont été expulsés, c'est les Juifs d'Espagne, puis après les Morisques, en 1492. Et donc, ce qui est un élément, je veux dire, et d'ailleurs, comment s'appelle le parti de M. Zemmour? Reconquête. Donc, je veux dire, l'imaginaire historique de la Reconquista, il est très puissant. Et il faut d'ailleurs faire très attention, parce que
la Reconquista, c'est malheureusement d'abord une reculade énorme sur le plan si je veux dire, historique et civilisationnel. C'est un processus d'expulsion. Et aujourd'hui, il parle de quoi? De remigration, c'est-à-dire de déportation. C'est-à-dire, vous n'êtes pas nous, dehors. C'est comme ça, on est chez nous. Donc il faut bien voir que toute cette mythologie historique de retour de la Reconquista, enfin, de revendiquer la Reconquista aujourd'hui, explicitement, c'est quand même ça, c'est quel est le cœur de la Reconquista, que ce que les historiens de l'Espagne m'ont appris, c'est la pureté du sang. Et donc la pureté du sang, je veux dire, qui allait, vous savez, quand on allait dans un village, on vous présentait du porc, pour savoir si vous étiez un conversos ou un taquilla, savoir si vous étiez un juif ou un musulman secret, et donc si vous ne mangez pas de porc, voilà. Tout le processus de l'Inquisition, du discours aujourd'hui qu'on appelle l'Occident chrétien, je veux dire, on a un imaginaire historique qui a déjà existé en Europe. Et donc il est puissant et il est extrêmement dangereux, il est toxique. La notion de la pureté dangereuse, elle est là. Et elle est là aujourd'hui, elle cible ceux qui considéraient que ce n'est pas nous, c'est-à-dire les Arabes et les musulmans. C'est plus les Juifs. Et malheureusement, on voit quelque chose qui me paraît très singulier, qui est un glissement d'une partie du monde juif français en soutien à l'extrême droite, quand on sait que le parti du Front National a été fondé par des néo-nazis et des antisémites notoires, que Jean-Marie Le Pen était connu pour ses calembours pour lesquels il a été condamné, du rafour crématoire et des choses de cet ordre abject. Donc on est dans une confusion mentale, historique, etc. Donc le travail de pensée, à quoi ça sert? Essayer d'y voir clair, essayer de se situer, essayer de comprendre dans le brouillard et le chaos dans lequel on est, le discours, en plus avec la rapidité des réseaux sociaux, etc., d'essayer d'avoir des éléments de discernement, essayer de se situer, avoir finalement des boussoles. La pensée, ça sert à il y a une phrase géniale de Hannah Arendt que je vais utiliser souvent pour les rencontres d'Averroès: les hommes qui ne pensent pas sont comme des fantômes. Vous voyez, quand il y a du brouillard, où on est... voilà. Si on essaie d'avoir de la pensée, ça sert à se situer dans le monde, et on voit là la machine politico-idéologique qui est en branle, qui est, je crois, extrêmement dangereuse et puissante, et qui est... Donc finalement, ce premier chapitre, c'était essayer de déconstruire vous n'êtes pas d'ici, dehors. Le deuxième chapitre était d'essayer aussi de penser les questions qui fâchent. Et donc, nous sommes tous d'ici, faisons semblant. Donc j'ai une journaliste, une amie journaliste, enfin, quelqu'un que je connais à Marseille, qui m'a dit: oui, mais pourquoi tu critiques ce nous sommes tous d'ici? Après tout, il y a des générations qui sont d'ici, etc. Et je lui dis: mais malheureusement, on ne peut pas considérer, vu la violence qui est en cours, la polarisation grandissante de la séparation, la montée en puissance, ce que moi j'appelle les passions identitaires. Et j'ai appris d'un grand intellectuel juif allemand, passé par Marseille d'ailleurs, qui s'appelle Albert Hirschman, qui a été l'adjoint de Varian Fry et qui a permis à beaucoup de grandes figures d'échapper à la persécution et à pire. Donc Albert Hirschman a fait un livre qui s'appelle Passion et intérêt, et il montre que les passions sont plus fortes que les intérêts. Et dans le politique, souvent, on ne prend pas assez en compte la puissance dévastatrice ou joyeuse des passions, et on regarde dans un calcul rationnel. C'est un peu une des impasses, à mes yeux, d'un certain type de sciences sociales, qui ne regardent que les calculs, les intérêts, la rationalité de l'acteur, etc. Et les passions collectives, on en fait quoi? Et c'est là où les écrivains, les artistes, les gens de culture ont un rôle majeur à jouer, comme l'a très bien souvent montré Gilles Deleuze. Donc on a une montée en puissance des passions identitaires, avec un discours dont j'ai parlé, occidentaliste et nationaliste, de la pureté par rapport notamment à l'immigrationnisme, l'islamisation de l'Europe, enfin bon, tout ce discours-là que vous entendez, mais
il faut aussi balayer un peu dans notre cours, parce qu'il y a aussi un discours islamo-centré, et qui, depuis peut-être la révolution islamique en Iran depuis 1979, n'a fait que monter en puissance, et qui comment dire, a traversé nombre de sociétés. On parlait des signes noirs en Algérie, et dont d'ailleurs les premières attaques, que ce soit en Algérie, en Syrie, en Irak, enfin bon, jusqu'à évidemment à Daesh. Et donc on a une violence politico-identitaire qui est allée jusqu'au djihadisme et aux attentats. Toulouse a subi des attentats très violents de Mohamed Merah. J'ai vu en arrivant à la gare des panneaux sur la célébration, on est 10 ans après les attentats de Paris. Et donc il faut voir dans la psyché collective française, ça c'est beaucoup discuté avec le psychanalyste Fethi Benslama, qui fait ce livre à mes yeux très intéressant qui s'appelle Le surmusulman, le saut épique, etc. Il faut voir combien la peur générée par, sans parler évidemment des assassinats des professeurs comme Samuel Paty ou Bernard, il faut voir, je veux dire, le symbole du professeur égorgé, de comment ça participe d'un imaginaire de la peur et de passion collective extrêmement violente. Et donc, il ne faut pas sous-estimer, et je crois, en tout cas moi je pense l'avoir fait, l'impact très très dévastateur, enfin très qui crée de la séparation, qui crée de la haine, qui crée une passion triste, une passion violente. Et je crois que on n'a pas assez construit des antidotes, des relations culturelles, des éléments qui permettent, parce qu'évidemment on est dans des masses et on a voilà, des sondages, des discours, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans tout ce débat-là, mais il y a quelque chose qui fait que nous sommes tous d'ici, on n'a pas pris la mesure de ça, et que les responsables politiques, durant les 20 ou 30 dernières années, n'ont pas mis en chemin les moyens pour créer des interrelations, pour faire qu'on sorte de ces pièges et de ces passions identitaires. Parce que moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est finalement la méconnaissance qu'ont je parlais des élites, en tout cas les responsables politiques, même judiciaires. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais à l'Institut de Monde-Arabe, j'étais en lien avec Antoine Garapon, qui est un grand magistrat et qui dirige l'Institut des hautes études sur la justice, à travers la revue Esprit où j'étais pendant un certain nombre d'années. Antoine Garapon a dit, mais on a un problème de formation, il y a une formation continue des magistrats, et on se rend compte que beaucoup de justiciables viennent du monde de l'islam et que les magistrats connaissent à peu près rien sur l'islam. Parce que dans les formations, que ce soit l'ENA, l'École nationale de la magistrature, on enseigne, enfin, c'est pas nous, on revient à l'histoire. Donc comment dire, les musulmans, notamment, ou les arabes ou les amazirs du Maghreb, connaissent bien mieux la culture française que l'inverse. Donc on est dans une relation comment dire, de réciprocité déséquilibrée. Bon, c'est pas grave, hein, dans un discours finalement hérité de l'imaginaire colonial, c'est pas grave. Sauf que, si. Et donc cet élément d'interconnaissance n'a pas été mis en œuvre de façon significative durant toutes ces dernières années. Sans parler de la violence sociale, de la relégation d'un côté, mais aussi des émeutes, du narcotrafic. Moi je viens d'une ville à Marseille où il y a quelque chose qui s'appelle la DZ Mafia, et c'est pas la Chinese Mafia. Et donc vous voyez dans l'imaginaire ce que ça produit comme réaction et comme rejet. Et donc il faut prendre en compte, je veux dire, on ne peut pas sortir de ce face-à-face si on ne déplie pas tous les problèmes qui sont là et qu'on les met en perspective pour justement sortir de cette polarité qui donne un discours qui peut légitimer ou paraître légitimé au nom de la peur, de la haine. Hein, c'est un élément très puissant
les psychanalystes le montrent très bien. Je ne sais pas si vous devez connaître le travail de Karima Lazali sur le traumatisme colonial, et donc elle montre combien la haine est un élément très... Et voilà, il y a des choses qu'il faut déplier, qu'il faut dénouer aujourd'hui. Et d'ailleurs, on rencontre d'Averroès, j'utilise souvent cette phrase de Plutarque, et il est politique d'ôter à la haine son éternité. Parce que c'est des éléments qui sont situés. Donc j'essaie de ce deuxième chapitre de traiter des questions qui fâchent, de ne pas les prendre comme si tout allait bien, et donc de ne pas faire semblant. Parce que si on continue à faire semblant, ça va nous exploser à la tête. Et c'est en train de... Je veux dire, on est dans une phase, je crois, dangereuse dans la société politique française, européenne et internationale, parce qu'on a évidemment le sieur Trump avec son discours suprémaciste blanc américain extrêmement puissant, qui soutient je veux dire, le discours, le rapport qui vient sur la sécurité, qui vient d'être publié par les États-Unis, signé Donald Trump, fait soi-disant le soutien au parti patriote européen, c'est-à-dire à l'extrême droite européenne. Et là, pour moi, il y a un contresens extrêmement important sur le terme de patriote. Je suis un lecteur de Romain Gary, que j'ai un des grands écrivains. Et Romain Gary, il a cette magnifique formule dont je me sers dans le livre: le patriotisme est l'amour des siens, le nationalisme est la haine des autres. Et je trouve que c'est un élément, il ne faut surtout pas laisser le patriotisme ni la Marseillaise, qui sont des héritages des Lumières de la Révolution française, aux nationalistes identitaires. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Et le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Je trouve que c'est un fil que j'essaie de déplier, de déployer, et dans lequel il y a tout un travail, vous le voyez bien à propos des jeunes générations, des ressentiments qui peuvent exister, etc., qui me paraissent devoir être une perspective pour aller vers un projet qui est « nous serons tous d'ici ». Donc je terminerai sur cette expression. Alors cette expression, c'est une expression que j'ai saisie un peu au vol, sans la voler, puisqu'elle m'a été proposée par des bibliothécaires de la ville d'Aubagne, à côté de Marseille, au moment de la capitale européenne de la culture, et ils ont eu cette magnifique expression « nous serons tous d'ici ». Et ils m'ont dit « mais est-ce que tu veux pas y travailler, nous faire une rencontre ?» Et j'ai trouvé que c'était une formule toute simple, qui finalement ouvre, n'importe qui peut se l'approprier, n'importe qui peut comprendre ce dont il s'agit. Nous serons tous d'ici, c'est-à-dire, c'est un projet, c'est pas nous sommes tous d'ici, parce que l'état on en a parlé, on peut pas dire ça, c'est-à-dire, vous savez que beaucoup de l'extrême droite, je cite dans le livre un député d'extrême droite qui dit à un député qui a des ascendances africaines, retourne en Afrique. Donc même un député de la République est considéré comme un Français de papier. Donc il y a cette dimension-là. Donc construire un chemin, nous serons tous d'ici. Et donc pour moi, j'ai essayé de reprendre cette expression des bibliothécaires de Bagne pour dire, au fond, il y a une mise en récit d'un projet commun, de monde commun, qui doit se mettre en mouvement et qui font part d'un travail historique, ce que Romain Bertrand, qui travaille aussi avec Patrick Boucheron, appelle une histoire à parts égales. Voilà, qu'on soit dans la réciprocité des relations de part et d'autre de la Méditerranée. Et donc pas dans une vision coloniale ou post-coloniale, et même décoloniale. Moi j'ai beaucoup de mal avec... je pense que j'aurais eu des discussions peut-être un peu vives avec M. Lacour-Grand-Maison, parce que la culpabilisation, je veux dire, Dieu sait si la conquête a été violente, et qu'il faut la raconter, qu'il n'y a aucun doute là-dessus, etc. Mais il faut faire très attention de ne pas mettre que l'accent sur cette dimension-là, parce qu'à ce moment-là, on produit de la haine de soi et on n'est plus dans l'amour des siens, mais dans la haine de soi. Et donc, si on veut dépasser, c'est aussi essayer de la complexité
de ces relations sur lesquelles il faut, je crois, jouer pour construire, moi, ce que j'appelle donc un patriotisme démocratique face à un nationalisme identitaire. Et ça passe par, voilà, beaucoup d'initiatives. Les rencontres d'Averroès sont une. Moi, ce que j'ai passé ma vie, et c'est ce qu'on a fait au MUSEM, dans la programmation, dans l'exposition, montrer l'ampleur de tous ces liens, mettre en valeur des figures comme Abdelkader, qui, voilà, ce qu'on n'a malheureusement pas fait la ville de Cannes, puisqu'il y a eu cette petite exposition au fort à Sainte-Marguerite, et après plus rien. Alors que la figure d'Abdelkader, à travers notamment le sauvetage des chrétiens, c'est une figure, je ne dirais pas de la réconciliation, je ne crois pas, c'est une notion, en tout cas de rapprochement. Enfin, je veux dire, on peut la revendiquer de part et d'autre. Et donc c'est quelqu'un, voilà, comme le montrait très bien Bruno Etienne, qui était un immense intellectuel. Dans la Smala, il y avait des milliers de livres. Enfin, je veux dire, il y a comment dire, des convergences qui sont possibles. Il y a des convergences qui sont possibles aujourd'hui dans le contexte actuel où on voit bien que les empires sont de retour, l'empire américain, l'empire russe ou l'empire chinois, et que l'Europe ne sait plus trop où elle est, et c'est peut-être le moment où elle pourrait se tourner intelligemment vers le monde méditerranéen. En tout cas, à l'intérieur, il y a, moi, ce que j'appellerais une politique de la fraternité et de l'interconnaissance. On a eu des conventions citoyennes sur le climat, sur l'éducation ou sur d'autres phénomènes de société. Je trouve qu'une vaste convention citoyenne sur le vivre ensemble et sur traiter, mettre sur la table les questions qui fâchent. Souvent, en rencontre d'Averroès, je citais cette phrase d'Henri Laborie, « Tant qu'on se parle, on ne se tue pas ». Donc moi je crois, de ce point de vue-là, à la délibération. C'est la force de la démocratie. Et donc si on délibère sur des questions qui fâchent, et il faut les mettre sur la table, les questions qui fâchent. Il ne faut pas les dissimuler. Il ne faut pas faire comme si tout allait bien. Il ne faut pas faire semblant. On n'est plus à un temps où il faut faire semblant. C'est un horizon qu'il s'agit d'ouvrir pour, je crois, les années qui viennent. Et c'est là, je crois, où voilà, on voit bien les configurations qui se dessinent d'une Europe citadelle, qui se ferme avec son sud, qui se ferme dans le rapport au monde arabe et à l'islam, ou d'une Europe sans rivage, qui pourrait trouver des convergences, qui pourrait partager ce que moi j'appelle un style de vie à la méditerranéenne. Il y a là des éléments, je dirais, vraiment fertiles, et rien n'est perdu, il n'y a aucune, rien n'est inéluctable, il y a des gisements d'intelligence aussi dans ce pays, et donc ces interrelations, elles peuvent être fertiles, et voilà, des amis d'Averroès peuvent, comme les rencontres d'Averroès, comme d'autres, on a l'impression qu'on est très peu, que ce sont des petits noyaux, mais la résistance, ce sont des noyaux durs, hein. C'est comme ça que ça commence, et c'est après comme ça que ça peut irriguer, et c'est pour ça que moi j'ai toujours eu, et c'est ce qu'on mettait dans chaque numéro de la revue La Pensée de Midi, on mettait cet extrait de René Char, qui est extrait de la note sur le maquis. Faire longuement rêver ceux qui ordinairement n'ont pas de songe, et plonger dans l'actualité ceux dans l'esprit desquels prévalent les jeux perdus du sommeil. Je vous remercie. Merci. Ça a été dense et très riche. Alors, on va ouvrir l'échange, vos questions, vos avis. Pour prendre un peu d'eau. Oui, bien sûr. En permettant à notre conférencier de reprendre son souffle. Ça a été un marathon, quand même. Alors, si vous voulez, moi, j'aurais une question pour essayer de lancer un peu le débat. Sur la présentation, il y a cette partie de l'intellectuel qui s'exprime sur ce qui se passe. Et la question identitaire revient souvent. Mais on voit bien que, y compris les questions identitaires, sont devenues des questions politiques.
lorsqu'on a reçu, il y a une semaine, Olivier Lecourt-Grandmaison, je n'ai pas senti, hein, je dis ni dans ses livres, ni dans son intervention, ce qu'on pourrait appeler la haine de soi, mais plutôt le souci de reconnaissance, reconnaître les crimes comme étant des crimes, pour pouvoir construire. C'est toute la démarche. Et le problème, parce qu'on met une asymétrie en disant le gouvernement français et le gouvernement algérien. Ou souvent on dit le gouvernement français et le régime algérien. Bon, toujours dévalorisé. Il y a deux gouvernements, deux pouvoirs. Mais le problème qui se pose, c'est pas une guerre entre deux gouvernements, c'est que vous avez en France tout un courant, y compris qui était représenté au gouvernement, qui dit ils ont la haine de la France parce qu'ils disent que la colonisation a été un crime. Et donc on essaie on met en asymétrie. Pas de repentance. Personne ne demande la repentance en Algérie. On doit reconnaître. Reconnaissez que la colonisation a été un crime contre l'humanité. D'ailleurs, ce fort, c'est 200 personnes, parlant de Nouvelle-Calédonie, des milliers, des centaines de déportés, de Pau, à côté. Les tombes sont toujours là, de la famille de l'émir Abdelkader, qui a été enfermé pendant des... Donc, partout, mais on considère que c'était positif. Il y a des aspects positifs à la colonisation. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer dans ce déni de ce crime, de pouvoir se construire soi-même? C'est comme si on disait ouais, les Juifs et les Allemands, ils nous embêtent parce qu'ils continuent à parler de la Shoah. C'est à peu près toute comparaison n'est pas comparaison, mais ne pas reconnaître le crime ne permet pas à la société française d'avancer et ne permet pas de construire des ponts vers la société algérienne. Voilà. C'est bien parce qu'on touche à un des nœuds. D'abord sur l'histoire de la haine de la France, etc. en Algérie. Moi, à titre personnel, j'ai toujours expérimenté exactement l'inverse. C'est-à-dire que chaque fois que j'étais en Algérie, c'était un accueil juste assez extraordinaire. Et je crois que vous avez reçu des associations de pieds noirs, etc. Ceux qui revenaient étaient très étonnés de voir comment les choses se passaient. Et dans la société, c'est pas du tout de cet ordre. Reste qu'il y a des instrumentalisations politiques de part et d'autre, que ce soit les discours de l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, ou du discours d'un certain nombre de responsables politiques algériens sur le Hezb el-Faransa, et sur... donc vous connaissez bien quand même ces instrumentalisations diverses et variées qui finalement saturent le discours public et font écran par rapport à ce qui pourrait se dénouer assez bien de société à société, parce que quand on a cette expérience, finalement, très peu de Français vont en Algérie, parce qu'il faut un visa, parce que c'est compliqué, parce qu'ils ont peur, parce que, etc. Bon, en plus, il y a des tensions actuelles, et puis, voilà, des journalistes qui sont aujourd'hui prisonniers, etc. Donc ça ne donne pas très envie d'aller en Algérie. Et d'ailleurs, moi j'ai essayé, vous rien vous cacher, d'aller en Algérie pour un livre à venir, et on m'a dit, vous n'aurez pas de visa, puisque si vous êtes invité par l'Institut français pour une résidence, on ne vous donne pas de visa. Donc il n'y a plus de visa. Donc on est quand même dans une coupure qui est quand même à mes yeux insensée, compte tenu de ce qui relie. Et donc effectivement, j'ai parlé peut-être longuement, mais bon, après tout, vous m'avez invité, c'est les amis d'Affaires Ouest, j'ai insisté longuement sur le déni
à propos des sources arabes de la culture européenne, le déni de l'histoire coloniale, il est tout aussi puissant et finalement il s'inscrit dans la continuité de ça. Donc moi j'ai invité, par exemple, j'étais très heureux que Mathieu Bellesi ait le prix du livre inter pour Attaquer la Terre et le Soleil, qui est un formidable roman, et qui mettait l'accent, alors pendant 15-20 ans, il a écrit sur ces périodes de début de la conquête, etc. Personne ne voulait en entendre parler. Parce que, je veux dire, on est saturé de l'histoire de la guerre d'Algérie, comme si l'histoire commençait en 1954, 1956 jusqu'en 1962, et la conquête. Et donc, moi, il se trouve que parmi les œuvres que j'ai fait au MUSEM, j'ai fait un film documentaire sur la question France-Algérie et les mémoires en miroir décalés. Et donc, c'est des choses qui m'ont vraiment intéressé. Et ça passe par, effectivement, la reconnaissance. Alors, Barzard et La Découverte ont publié un livre d'histoire en commun, etc. Donc, les historiens, ils n'ont pas attendu des commissions officielles pour travailler. Il y en a plein de choses. Mais effectivement, des films ont lieu, des BD, enfin bon. Donc ça a bougé. Enfin, je veux dire, on n'est plus dans le discours nostalgique, etc. Mais ça ne... Comment dire ça ne, il y a une espèce de glaciation officielle, une espèce de bloc de langage, de langue de bois, qui rend impossible finalement l'interrelation. Donc peut-être que aussi il faut du temps et qu'il faut une certaine distance et que peut-être que la France était peut-être un peu trop présente ou pressante et qu'effectivement il y a des trous de mémoire. Ce que je vous ai raconté sur les Reins, c'est quand même très évocateur. Que je veux dire, j'avais toutes les raisons de connaître cette histoire. Et elle m'a jamais, j'étais au lycée Carnot à Cannes, jamais cette histoire n'était racontée. Donc il a fallu des années maintenant pour qu'il y ait ce travail de recherche, ce rapport. J'ai donné cette exposition, ce petit catalogue, etc. Donc c'est une petite contribution. Alors, il devrait y avoir, il y a un projet de lieu artistique, d'intervention de Rachid Koraïchi, comme il a fait en Boise, au cimetière, ce serait majeur. Parce que l'art ouvre. Donc, bien entendu, mais je crois que il me semble que dans les jeunes générations, ils sont prêts, à condition que ce ne soit pas piégé. Et je ne crois pas que les rapports officiels, des choses comme ça, il faut arriver à ouvrir, quoi. Mais rien ne peut se bâtir sur le déni. Ça me paraît absolument évident. Au contraire, plus on est dans le déni, plus ça fermente, quand ça fermente, ça devient explosif. Et on est finalement là à l'éruption, quoi. Bon, il y a une histoire diplomatique sur la reconnaissance du Sahara, enfin bon, etc. Oui, mais c'est sur un fond qui est beaucoup plus conflictuel et qui... mais il y a plein d'acteurs avec qui quelque chose est possible. Mais c'est compliqué. Mais il y a des chemins. Moi, je suis absolument convaincu qu'il y a des lieux. Malheureusement, ce que j'avais dit, moi, c'est que ce lieu à Cannes étant une ville-monde connue dans le monde entier à cause du festival, si quelque chose d'un peu significatif était fait là, tout le monde entendrait parler. On pourrait faire un grand film de fiction. Regardez comment les mentalités ont bougé en France, jusqu'au président de la République à l'époque, Chirac, quand il y a eu indigène. Qu'on a reconnu la place des troupes coloniales dans la guerre. Mais cette histoire, elle n'est pas racontée correctement. Moi, je suis en train de travailler avec un ami photographe sur Jean Moulin. Qui sait que Jean Moulin, le premier combat de Jean Moulin, c'est il se tranche la gorge, parce qu'il refuse de signer un acte que les troupes nazies veulent lui imposer de signer. Il est préfet de Chartres pour imputer des massacres aux troupes, à des tirailleurs sénégalais. Il ne veut pas signer, et il se tranche la gorge. Il est sauvé in extremis. Je veux dire, entre ici Jean Moulin, c'est une figure majeure de l'histoire de France aujourd'hui. Voilà, le premier combat de Jean Moulin, il est contre une histoire de culpabilisation coloniale, etc. Qui l'enseigne. Donc voilà, il y a effectivement, mais des actes ont eu lieu. Et Jean Moulin en est une magnifique expression. Il a fallu attendre,
il y a quelques 6 mois, l'entrée de Missa Manouchian et de reconnaître l'importance dans la résistance des étrangers arméniens, combattants de la guerre d'Espagne, juifs, polonais, etc., qui ont participé à cette histoire. Donc cette pluralité de l'histoire, c'est pour ça qu'effectivement la mise en récit est fondamentale pour sortir du face-à-face. Voilà, vous avez la parole, hein, si vous avez des... Oui, j'ai à l'esprit, en t'écoutant Thierry, de proposer à nos associations toulousaines et de Marseille la contribution des revues méditerranéennes à la pensée du Midi. Je pense que en t'écoutant, avec ton expérience éditoriale de la revue Esprit, en passant par Kantara, dont tu as donné le nom, et enfin la pensée de Midi, j'ai pensé à une revue qui a joué un rôle majeur en Méditerranée, qui a été fondée en 1911 à Marseille, qui s'appelle Les Cahiers du Sud. Et alors, ce qui est intéressant dans cette revue fondée en 1911 à Marseille, c'est qu'elle a fini sa vie à Carcassonne. Donc, depuis 4 ans, je travaille sur cette collection et j'étais surpris de voir ce que nous avons discuté, relancé comme débat, que ce soit dans Kantara, ou dans la revue Même Esprit, ou dans la pensée de Midi, ou dans la revue Horizon Maghrébin, que nous avons créé, nous, des Algériens, des Marocains et des Tunisiens, qu'il y a un fil conducteur qui est, je peux le résumer comme ça, c'est l'espin des 3 cultures aussi, et le rôle fondamental des intellectuels des 2 rives de la Méditerranée. Et j'ai été surpris que les premiers pas de beaucoup d'écrivains maghrébins ont été publiés dans la revue de Midi. Comme Mohamed Dib, on trouve des textes de Mohamed Dib dès les années 50. Dans les Cahiers du Sud, dans les Cahiers du Sud. On trouve une grande figure qui allait jouer un rôle majeur pour la langue française à travers les universités entièrement ou partiellement qui parlent de langue française. Avec son turban, il est devenu président des universités qui parlent en langue française. Avec sa djellaba, Mohamed El Fassi. Et Mohamed El Fassi, l'un des signataires du manifeste de l'indépendance du Maroc, et qui a relancé avec d'autres intellectuels et historiens africains et maghrébins une relecture de l'histoire de l'Afrique, de l'Afrique. Et ils ont fait 4 ou 5 tomes à l'UNESCO. Donc ce serait intéressant de voir comment Mohamed El Fassi en 1933 ou d'autres figures espagnoles, et tu as parlé de Jacques Berg. Jacques Berg en 1988, j'ai eu l'occasion, la revue Horizon Maghrébin l'a invité avec les animateurs de la maison de Jouet Bousquet à Carcassonne. Pourquoi? Pour relancer le débat sur ce rapport de tension conflictuelle entre Orient et Occident, et Carcassonne a réédité un numéro spécial sur ce débat-là, qui a été publié en 1948 par les Cahiers du Sud, et qu'ils ont réédité en 1988, et les traces de ce débat, je l'ai publié dans la revue aux hommes maghrébins, en hommage à Massignon, que tu as cité. Et Jacques Berg était à Carcassonne, il s'est déplacé de Saint-Julien dans les Landes. Donc, c'est pour nous dire
vous dire l'importance de ce débat aujourd'hui sur Averroès. Et Alain de Libera, dans Pensée au Moyen-Âge, il considère que les catégories de pensée sont dans l'œuvre d'Averroès. Donc, pour que je ne parte pas frustré sur l'œuvre d'Averroès, est-ce que tu peux revenir sur qu'est-ce que tu as retenu de l'œuvre d'Averroès comme quelque chose qui peut nous interpeller aujourd'hui? Merci. Merci. D'abord, je voudrais mettre l'accent sur les chemins de la pensée. On a l'impression que c'est uniquement du travail intellectuel et que c'est réservé aux intellos, etc. Et aujourd'hui, pareil, dans les cours de récréation, intello est devenu une insulte. Mais on ne résiste qu'avec des convictions et avec de la pensée. Et donc, citer ces revues, c'est des trames de pensée sur lesquelles on s'appuie toujours. Et de ce point de vue-là, le fait qu'elles puissent être reliées, connues, etc., c'est encore une fois, ce sont des noyaux durs. Et donc, ça me paraît être finalement une source vive qui fait sens par rapport au combat qui politico-idéologique, par rapport aux replis identitaires. Les revues, les lieux de pensée sont des éléments qui ouvrent. Et il ne faut pas les négliger, même si on a l'impression qu'il y a des rouleaux compresseurs avec les chaînes de médias, on voit bien il y a une construction politico-idéologique qui est mise en place et qui a des contre-champs qui doivent eux aussi, évidemment, mettre dans le débat public, mais ça se fait aussi à travers des figures de... Alors, moi, je ne suis pas, à la différence d'Alain de Libera ou de Jean-Baptiste Brenet, un spécialiste de la philosophie d'Averroès. Ce qui me paraissait extrêmement important, c'était au moins deux choses. D'abord, sur la langue. C'était ce qui est né au tout départ des rencontres d'Averroès, c'était de réintroduire Ibn Rushd comme une figure de la philosophie et de l'enseignement philosophique. Et juste après les rencontres, il y a eu une édition bilingue français-arabe du discours décisif et qui a été mis au programme de l'agrégation. C'est-à-dire qu'Averroès est devenu un philosophe de langue arabe, c'est-à-dire la langue arabe est une langue philosophique, faire de la langue arabe une langue philosophique. C'était ça un des combats qu'on avait avec Alain de Libera et d'autres. Et quand vous voyez aujourd'hui, je me souviens d'une déclaration à l'emporte-pièce de celui qui était ministre de l'enseignement, M. Blanquer, qui se poussait au cri en disant on ne va pas quand même enseigner l'arabe, c'est la langue du Coran, c'est les islamistes, les djihadistes, etc. Avec une confusion mentale, comme si c'était pas une grande langue de littérature, et les chrétiens arabes, Sœur Maïri Kirouz, elle chante en quelle langue? Je veux dire, c'est une confusion par rapport à la langue. Je connais bien Richard Jacquemont, un grand traducteur de la littérature, notamment égyptienne. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et non pas comme langue pieuse, mais comme langue de pensée. Donc c'est un élément très... Et puis la dimension sur laquelle on est, c'est la pensée critique. C'est de montrer qu'il y a une tradition philosophée. La pensée critique, elle a longtemps été en langue arabe et dans des gens qui venaient du monde de l'islam. Libera citait un dialogue entre un juif, un chrétien et un philosophe. Et c'était évident qu'à cette époque-là, le philosophe, il était musulman. Donc je trouve que ce que je retiendrai, c'est pas forcément l'intellectuel agent, toute la pensée très complexe d'Ibn Rushd, parfois controversée, etc., mais ce qui est très frappant, quand j'ai lu l'article de Michel Onfray, c'était les anachronismes
évidemment qu'ils pensent avec des catégories médiévales, ils ne pensent pas avec des catégories démocratiques, mais le judaïsme et le christianisme non plus. Donc ça me paraît... et il y a une incapacité à situer dans quelle époque ça s'inscrit, etc. Voilà, Averroès n'est plus de notre temps, mais il est l'expression d'un moment de la falsafa, d'un héritage de la pensée critique, etc., qui a eu lieu, comme disait l'autre, ce qui a été sera pourvu qu'on s'en souvienne. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est juste pour... Est-ce que vous connaissez Chérif Mechri? Chérif Mechri. Non. Bon. Chérif Mechri était un préfet. Prenez le micro parce que Le micro, sinon ça ne s'enregistre pas. Alors, Chérif Mechri a été, c'est quelqu'un qui vient de Constantine, d'origine algérienne, a été préfet de Haute-Vienne dans les années 40, et c'était un des rares préfets français qui a désobéi aux instructions de Pétain. Et Boris Cyrulnik qui lui a consacré un livre. Et ce mec-là, c'est-à-dire, c'est fou, parce qu'il y avait beaucoup la grande majorité de préfets franco-français, disons, les blancs, etc., qui ont appliqué, parfois avec zèle, les instructions du régime de Vichy. Et c'était quelqu'un qui était très proche de Jean Moulin. Ben voilà. Il était très proche de Jean Moulin. Et il a fini, mais l'histoire parfois elle est aveugle, secrétaire général de la présidence. Ou secrétaire général de la présidence ou Française. Française, oui. Et moi je ne le connaissais pas aussi. C'est-à-dire, c'est un ami. Autre exemple de la non-reconnaissance. Ouais. Et qui est un élément très marquant. J'ai écouté il n'y a pas longtemps Patrick Veil, avec qui on était étudiants ensemble avec Jean Lequin, à Sciences Po à Paris. Et Patrick Veil disait, mais écoutez, il y a un truc très bizarre sur l'islam qui est soudain qui fait son intrusion en France, qui est la deuxième religion en France. Il dit, mais n'oubliez pas que depuis 1848, il y avait des départements français, et que ça fait très longtemps que l'islam est la deuxième religion en France. Et donc, ça, on l'a complètement oublié. Ça veut dire, donc, il resituait l'histoire, notamment l'histoire coloniale. Parce que, je veux dire, on a toujours l'immigration de ces colonisations. Donc, c'est pas un hasard qu'il y ait des Indiens et des Pakistanais à Londres et des Algériens en France. Je veux dire, c'est aussi quand même, il y a des liens historiques qu'il faudrait peut-être faire. On ne tombe pas des nues, quoi. Donc, il y a des généalogies. C'est pour ça que cette dimension généalogique et historique me paraît très importante. Ouais. Après, sur Glaise, là, le journaliste qui est arrêté, en fait, c'est de tout côté. Moi, j'ai toujours combattu toute ma vie le pouvoir algérien, sous toutes ses formes d'ailleurs, et c'est toutes ses déclinaisons. Il y a aussi de la mauvaise foi, y compris dans des journaux dits très sérieux, etc., etc. Par exemple, sur Glaise, bien sûr, c'est absolument inacceptable d'emprisonner quelqu'un qui est allé rencontrer un dirigeant d'une équipe de football. Le problème, c'est que on ne dit pas que ce monsieur, d'abord, n'est pas un journaliste. Il n'est pas un journaliste. C'est un pigiste occasionnel, très occasionnel, dans une revue qui tire à 3000 exemplaires. Non, je termine. Est-ce que ça change? Voilà, non, mais ça ne change rien. Mais quand on le consacre journaliste, ça fausse complètement la perception. Ensuite, alors on parle beaucoup de violation des lois françaises par l'étranger, etc. Ce monsieur, bien sûr, il faut absolument... De toute façon, le régime algérien emprisonne les Algériens à tour de bras. Donc, c'est juste pour vous dire un peu certaines choses qui induisent en erreur et qui rajoutent au conflit, et rajoutent du brouillard un peu. Ce type-là, lui-même, il a reconnu qu'il n'a pas fait, parce qu'en Algérie, c'est comme ça, c'est un pays qui est encore fermé. Si tu es journaliste, il faut faire une demande un peu spéciale. Et on t'accorde un visa qui est un visa de travail ou de mission, j'en sais rien, etc. Lui, il est rentré en Algérie avec un visa
avec un visa touristique. Bon, je ne défends pas le pouvoir, hein. Non, c'est pour vous dire que c'est des petites précisions qui, ici, bon, en Algérie aussi, hein, parce que c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Des deux côtés, en Algérie, il y a ce qu'on appelle les descendants de la famille révolutionnaire, et puis il y a aussi les pathistes, les islamistes, etc. La France ne les intéresse pas idéologiquement, etc. Même la Méditerranée ne les intéresse pas, parce qu'ils regardent à l'Est, complètement à l'Est, etc. Et qui jouent un rôle négatif et de frein. Ils n'ont pas la même puissance qu'ici, hein. Je parle de l'extrême droite et de la droite, etc. Ils n'ont pas la même puissance médiatique, etc., mais ils sont là. Ils sont là. Bon, c'est deux abcès de fixation qui empêchent les rencontres, etc. Après, vous avez raison. Moi, j'ai jamais vu dans la population, chez le peuple algérien, une haine contre la France. Jamais. J'ai des familles qui ont été durement. Je connais une famille par alliance qui est originaire de Loire-sur-Nice. Dans cette famille, ils ont perdu 42 personnes. Bombardées, c'est des civils, c'était même pas, etc. Dans les montagnes de Loire-sur-Nice. Et quand tu discutes avec leurs enfants et les vieux qui restent, etc., aucune haine, rien. Ils ont complètement tourné la page. Et donc, je pense que sur beaucoup de choses, il y a des manipulations de l'autre côté aussi. Et je pense que si on veut qu'il y ait une clarté sur les relations, etc., moi je suis dérangé souvent par des intellectuels ou des journaux bandits, sérieux ou éclairés, etc., qui tombent dans la facilité de l'accusation de l'autre. C'est toujours dans cette... c'est nous et eux, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'Algérie qui ne sont pas justes sur la population algérienne, sur le régime algérien, etc. Au-delà de la question du Sahara occidental, parce que je pense que ça, c'était juste un prétexte, parce que la situation entre l'Algérie et la France était déjà exécrable pour différentes raisons. Et malheureusement, il y a des secteurs qui doivent nécessairement travailler honnêtement sur ces rapports, etc., qui parfois se laissent entraîner aussi dans des dérives qui font le carburant aussi de la droite, de l'extrême droite parfois. Bon, c'est plus des remarques, mais sur la non-haine, moi il y a un exemple personnel et une histoire qui est encore liée à les Reims. L'exemple personnel, c'est un journaliste que vous devez connaître, qui était assez connu en Algérie, qui est Abdoubé, qui était chroniqueur au quotidien d'Oran et qui était directeur de la télévision algérienne. C'est avec lui que j'ai fait ce film qui était dans une exposition de préfiguration du Mucem, qui m'avait sorti des archives de la télévision algérienne. Et il se trouve que Abdou est parti quand il était à la télévision algérienne, parce qu'il a refusé de passer des images insupportables à la télévision et qu'il était en gros menacé de mort. Et quand j'étais à l'Institut du monde arabe, je l'ai accueilli et on a eu des relations très très proches. Et très tardivement, il m'a raconté que son père avait été torturé par l'armée française. Et j'avais des relations, vous ne pouvez pas savoir, de fête, de chaleur, je veux dire, c'était un personnage très formidable, grand connaisseur du cinéma aussi, et voilà. Donc, à titre interpersonnel. Et une autre figure auquel je pense dans le mixte franco-algérien, qui est la figure, pour le fois, il faudrait un peu parler des femmes, de Assia Djebar. Ouais. Alors, Assia Djebar, c'est très intéressant parce qu'elle a fait ce livre qui s'appelle L'amour, la fantasia, et elle est, je crois que par sa mère, de la famille des Berkani. Et les Berkani, 72 des Berkani ont été enfermés à les Reims, dont une partie sont morts. 72. C'est la plus grosse. Et donc, dans L'amour, la fantasia, elle raconte qu'il y a une mémoire orale de la famille sur les îles, etc., sur la déportation, sur la tristesse d'être parti, d'avoir loin de son pays, loin de la terre consacrée, enfin, etc. Donc, et bon, Assia Djebar, elle finit à l'Académie française. Donc, c'est très intéressant dans comme grand écrivain,
algéro-françaises, franco-algériennes, enfin en tout cas de langue française, des langues françaises. Moi, c'est une notion qui me plaît beaucoup, qui était un intellectuel antillais qui utilisait cette expression des langues françaises, d'enrichissement de la langue, voilà, du butin de guerre, comme disait Kateb Yassine. Mais donc il y a ce mixte-là qui est fertile, et je pense qu'il ne faut pas le perdre. Voilà. Donc c'est vrai que les situations politiques actuelles me navrent et qu'il faudrait trouver les chemins pour les dépasser. Oui. Je vais peut-être prendre la parole, mais... Il paraît qu'il y a un enregistrement, comme ça, on vous entend. C'est un grand honneur de vous rencontrer, vraiment merci beaucoup. Merci aux amis d'Aviroise de vous avoir invité. Moi je voulais juste faire une remarque sur le titre, mais aussi vous parler d'un artiste perpignanais qui s'appelle Nicolas Dauban, qui actuellement est exposé au Panthéon et aux Invalides, et c'est complètement inattendu. C'est un garçon qui brûle en fait des bâtiments, des lieux de mémoire, et qui rappelle la mémoire des vaincus, la mémoire de ceux que l'histoire de France n'a pas reconnus. Et il faut voir ce garçon qui est de Perpignan, qui fait partie de l'école des beaux-arts de Perpignan, qui elle aussi a dû charmer avec une municipalité qui a tout fait pour le massacrer. Et Perpignan, c'est pas facile d'y vivre, d'y pratiquer une liberté d'expression et aussi artistique. On a aussi là-bas un musée terrible, effrayant, à la gloire de la France algérienne. Bref, et Nicolas Dauban, contre toute attente, a été un artiste invité par le Panthéon et les Invalides à faire des œuvres monumentales où il travaille la poussière de fer, et par des systèmes de démentation, il représente des lieux qui brûlent. Et il nous expliquait, mais tu comprends, moi, un jour on m'a dit, avec cette notion de faire brûler des lieux emblématiques, je gagne à tous les coups. Je gagne à tous les coups, je gagne vis-à-vis de ceux qui sont pour ou contre. Voilà. Et votre titre, il est fabuleux pour ça, parce que tout le monde va y être, vous voyez, attiré. Et voilà, vous parlez de prison, vous parlez de ce lieu d'enfermement à Cannes. Nicolas Dauban a beaucoup travaillé sur les lieux d'enfermement et les prisons. C'est d'abord son premier sujet d'étude. Et voilà, je vous le dis comme ça parce que vous parlez des passions et vous parlez de comment se relier autrement que par l'intellect. Ben oui, les artistes sont là. Et il faut, voilà, enfin, en tout cas, je vous remercie beaucoup de toutes ces ouvertures. Je suis une inconsolable de la fin de Cantara. Je remercie 1000 fois. Chaque fois, il faut aller à Paris. Voilà, je ne compte plus mes allers-retours à Paris pour essayer de trouver de la source et de la ressource. Et on a besoin de vous, en fait. On a beaucoup besoin de vous parce qu'il y a des associations très, très engagées à Toulouse, mais on a besoin de lieux de sources et de ressources et de se relier, en fait. Il y a vraiment je sais pas comment dire, là, entre Marseille, Toulouse et Paris, il y a des choses à faire, à créer, à se retrouver, à se fédérer. Écoutez, moi je suis venu à Toulouse, je reviendrai volontiers. Voilà, c'est vraiment des interrelations. Merci beaucoup de mettre l'accent. Je ne connais pas cet artiste et donc je vais bien noter parce que je vais regarder de près. Il se trouve que je lisais tout à l'heure dans un café un numéro des Cahiers du cinéma sur Gaza, etc. Puis il y a un gros dossier sur Gilles Deleuze. Et vous savez, le créer c'est résister, résister c'est créer, c'est de lui. Et il y explique que l'art est un lieu majeur de résistance. Et donc, de ce point de vue-là, ça ouvre les imaginaires. Et donc, pour sortir des imaginaires de la peur, il faut d'autres types d'imaginaires. Et c'est pour ça que investir dans le champ artistique et culturel, c'est décisif. Et il y a un sous-investissement de ce point de vue-là. C'est une je disais, cette dimension n'a pas été assez prise en compte. Donc, je suis très touché que vous parliez de Cantara. J'étais très heureux. C'est la première revue que j'ai créée, et grâce à Edgar Pisani. Et bon, c'est vrai que l'Institut de Mondrabe était un lieu pour ça, pour faire des ponts. Mais il y en a d'autres. Enfin, donc, mais voilà. Malheureusement, le MUSEM à Marseille, au départ, il était centré, orienté vers le monde méditerranéen.
il a un peu perdu cette dimension-là pour aller dans différentes directions et se perdre à mes yeux, mais il se retrouvera, parce que c'est un grand musée national. Musée national, c'est au sens du statut, c'est que c'est pas un musée municipal ou départemental, il dépend du ministère, directement du ministère de la Culture, un établissement public du ministère de la Culture, qui normalement crée une autonomie de programmation, des choses comme ça. Et voilà, à l'entrée du port de Marseille, il devrait être un phare et de faire connaître ce monde méditerranéen et circuler, faire des liens avec Toulouse, avec Montpellier, avec voilà, dans cet arc méditerranéen, cet ensemble méditerranéen du Sud qui risque de dériver. Et donc vous soulignez ce qui se passe à Perpignan. Ben voilà, on a une dérive identitaire et une logique frontale qui évidemment reprend l'idéologie et la pensée coloniale. Et donc c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mais voilà, je pense qu'il y a un certain nombre d'édiles, de responsables, d'institutions, de régions, de départements. La pensée de midi a été malheureusement fermée par le président de la région Sud, qui était PACA à l'époque, Michel Vauzel, voilà, contre mon gré, mais bon, voilà, c'est un lieu de... Quand on ferme des lieux de pensée, moi je trouve qu'aujourd'hui ça manque. Dans le débat public, Habib Samarcandi montrait très bien le rôle des revues, ça manque d'avoir des lieux de pensée où on peut s'affronter, discuter et ouvrir des choses et des pistes. Oui, ben, voilà. C'est plutôt l'affront. L'affront populaire, oui, c'est très bravo. Oui, vous vouliez ajouter. Oui, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, je vous en prie, non, ça m'est venu en vous écoutant parler. Il y a aussi la notion de la jeunesse, enfin, comment on amène la jeunesse à une culture méditerranéenne qui parle de toutes les rives. C'est pas si évident. Moi, j'ai été guide pour l'association Thalassa, qui était spécialisée dans les voyages d'études scolaires universitaires, collèges et lycées. Bon, eh ben, c'est terrible à dire, mais c'était tout le temps la même chose qu'on nous demandait, hein, des voyages Rome, Italie, Espagne, avec la vision bien crétaine, latine, grecque, etc. Et il n'y avait que 2 finalement destinations qui nous permettaient d'ouvrir, c'était celle qui était en Sicile et en Andalousie. Et même là, c'était pas évident en fait de vraiment dire aux profs, non mais là, on va dans la culture de l'islam. Et même quand je voyais travailler les guides conférenciers de Cordoue, de l'Alhambra et de plein d'autres... Alors Cordoue, c'était effarant. Y a du boulot. La mosquée est devenue une cathédrale. Hein. Oui, bah, merci. Non mais c'était fou. Moi j'ai vu des guides en fait qui montraient... Ils passaient devant le mihrab, ils montraient rien en fait. Quelques mosaïques et puis après tout de suite on allait à l'intérieur. Le déni. Je pense que c'est le plus juste pour caractériser tout ça. Ouais, mais enfin bon voilà, pour dire aussi que dans l'éducation, il y a beaucoup de choses à faire et puis la philosophie, on ne parle pas des philosophes assez tôt à notre jeunesse à l'école, enfin, contrairement à l'Espagne, enfin à l'Italie, pardon, il faut parler des philosophes tout petits tout de suite, quoi. Merci. Merci. Je pense qu'il y a... Ah oui. Dernière question. La dernière. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est juste une remarque aussi par rapport à ce que j'ai entendu. Et je suis allé en Algérie cette année. Ça faisait 40 ans que j'y avais pas mis les pieds, et ça faisait 70 ans que j'y étais né. Enfin bon, ça faisait un drôle de truc. Et effectivement, je reviendrai sur l'accueil qui est effectivement magnifique. Et en plus, pour quelqu'un qui y est né, tout de suite, on se sent appartenir à ce pays, alors qu'on n'y est pas du tout. Enfin, moi, j'ai rien à voir avec l'Algérie, j'y suis né, quoi, c'est tout. Et là, tout de suite, quand je me baladais à Sainte-Eugène, on me demandait comment s'appelaient mes parents pour me dire s'ils avaient leur place dans le cimetière. Bon, enfin, c'était très, très touchant, très émouvant. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand même, par rapport à l'instrumentalisation, je suis toujours un peu en... Enfin, je pense aussi à ce que fait Netanyahou avec la Shoah, par exemple. Et je me dis, faisons gaffe. Et ce que fait le gouvernement algérien avec la colonisation est un peu du même type de temps en temps. C'est ce qui me gêne dans cette histoire. La Shoah, ça y est, on l'a intégré. Donc c'est pas la peine non plus sans arrêt de l'instrumentaliser à d'autres causes modernes qui n'ont plus rien à voir. Et la colonisation, je l'ai aussi intégrée, et j'en sais tous les méfaits. Et il y a des moments où on aimerait passer à autre chose. Surtout que,
enfin, je dis pas l'oublier, hein, il faut bien que nous soyons bien clairs sur ce que je dis, et on se rend compte quand même, quand on se balade en Algérie, et qu'on rentre dans une petite épicerie, et le type qui tient l'épicerie est ingénieur, mais il n'a pas de boulot, et ce qu'il dit, c'est « cette épicerie est à moi, et j'y suis bien ». Mais ça montre quand même, et avec tous ces gens qui bossent pas, enfin, si vous connaissez l'Algérie, hein, comme moi j'ai regardé ça un peu de manière anecdotique, et puis on rencontre beaucoup de gens, on parle beaucoup en Algérie, on reste encore dans un pays très politisé, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi dans une certaine mesure, mais on est quand même confronté à une situation où les gens ne pensent pas tellement à la colonisation, mais ils pensent à leur quotidien. Et quand on voit toutes ces baguettes qui sont vendues, quand on voit ces bidons d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau potable à la maison, voilà, c'est un peu ça aussi l'Algérie. Et des fois, j'aimerais bien qu'on pointe ça, c'est-à-dire qu'il y a des gouvernements qui se sont succédés et qui nous ont vraiment cassé les pieds et qui ont cassé les pieds des Algériens surtout. Alors il y a une instrumentalisation des deux côtés. Et ici, en France, qu'est-ce que c'est l'Algérie? C'est la variante d'ajustement. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on pointe l'Algérie en disant c'est de leur faute. C'est eux qui nous amènent tous les emmerdes. Alors, effectivement, on est dans un drôle de truc. Il va falloir le reconstruire. Mais alors, par-dessous, je sais pas, il faut aller en Algérie. Moi, je vais dire à tout le monde, allez en Algérie. Et alors, dernière chose, c'est la dernière remarque. En Algérie, j'ai trouvé une librairie qui s'appelle Alamat, dans la Casbah d'Alger. Et où on y est, comment dire, c'est la poésie et l'art. Il y a des choses au mur, il y a des choses, il y a de la poésie. J'ai ramené un bouquin de Samira Negrouche, que vous connaissez peut-être, une poétesse algérienne. Voilà. Et ce lieu est peut-être ce que sera l'Algérie demain, et ça m'intéresse vachement. Alamat, dans la Casbah, dans la basse Casbah, vous trouverez assez facilement, c'est derrière. Enfin, c'est toujours derrière quelque chose quand même, en tout cas. Voilà. Enfin, c'est juste un témoignage un peu anecdotique. Je sais bien, j'ai pas de grande analyse sur l'Algérie. J'y suis allé, on m'a vachement bien accueilli, et j'en reviens un peu content. Et déjà, j'ai programmé la prochaine. Merci pour ce témoignage. En tout cas, sur l'instrumentalisation, vous avez raison. Dans le livre, un de mes héros est un grand historien du monde grec qui s'appelle Pierre Vidal-Naquet. Et j'ai entendu Pierre Vidal-Naquet dans une conférence extraordinaire à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme devant les nouveaux historiens israéliens. Et il commentait une phrase qui pour lui était le comble de la désolation et de l'infamie, qui était une phrase qui était celle-ci: les frontières d'Israël sont les frontières d'Auschwitz. Et il démontait ça, et c'est une phrase de Benjamin Netanyahou. Et donc, comme instrumentalisation de la mémoire, on ne fait pas mieux. Et lui, Vidal-Naquet est moi je l'ai découvert à Esprit contre ce qu'il appelait un Eichmann de papier, contre les négationnistes. Et donc il rigole pas avec l'antisémitisme et avec le négationnisme de Forisson et de quelques autres. Et donc malheureusement les pouvoirs ont tendance à instrumentaliser les mémoires, et c'est vrai que la fluidité, la circulation, les connectivités des sociétés, c'est pour ça qu'il est important de circuler. Mais malheureusement, entre la France et l'Algérie, aujourd'hui, il y a des visas qui sont de véritables murs difficiles à franchir. Donc voilà, ouvrons grand les fenêtres. En tout cas, merci de votre accueil. J'étais très heureux d'être parmi vous.